entraîner son esprit pour modeler son cerveau. L'attention, l'équilibre émotionnel, la compassion et d'autres qualités humaines peuvent être cultivées et c'est un développement qui s'accompagne de transformations de notre cerveau. C'est cette question passionnante que nous allons approfondir avec Mathieu Ricard, donc, qui est en direct depuis le Népal. Vous êtes docteur en génétique, moine bouddhiste, essayiste et photographe. Et donc ce sera un dialogue entre vous et Étienne Gernel, donc le directeur du Point. Bonjour Mathieu Ricard. Je ne sais pas, il est quelle heure chez vous au Népal? Alors, il est 7h moins le quart du soir. Merci. Et pour dialoguer avec vous, je suis redescendu de 5300 mètres d'altitude ce matin. Merci mille fois d'être avec nous. Merci de vos efforts. D'ailleurs, on parlera un peu d'efforts. On est vraiment très heureux de pouvoir discuter avec vous pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on vous admire beaucoup, pour ce que vous écrivez, pour ce que vous dites. Et puis il se trouve qu'en plus, on a une affection particulière pour vous, pour vous-même, mais aussi par procuration, puisque votre père, Jean-François Revel, fut longtemps un pilier du Point. Il est au cœur de l'âme et de l'esprit de notre journal. Et comme on a l'esprit de famille, et ben, vous en faites partie, et donc c'est un double bonheur de vous avoir. Écoutez, oui, moi de même, je connais cette filiation, bien sûr, bien que j'étais loin à l'époque, mais néanmoins, mon père parlait avec beaucoup d'affection de ses collègues au Point, donc voilà. Merci mille fois. Alors là, on va parler un peu de science, parce que vous êtes moine bouddhiste, vous êtes un scientifique, et vous avez vous-même participé à des expériences, un projet notamment qui s'appelle Resource avec Tania Singer et qui est particulièrement riche d'enseignements et où se croisent l'imagerie médicale et des pratiques, méditation, qui sont beaucoup plus anciennes, on va dire. Alors, en quelques mots, que vous ont enseigné ces expériences scientifiques sur les effets de la méditation? Ça, c'est peut-être la deuxième partie, mais d'ailleurs, dans la première, ce qui différencie, par exemple, l'empathie et la compassion. Oui, alors c'est très important, mais si vous me permettez, remettre un Allez-y. tout petit peu les choses en contexte, parce que les choses avec Tania Singer, c'est venu un peu plus tardivement. Donc en fait, pour faire bref, donc j'ai fait effectivement scientifique de formation et je dois à François Jacob et à mon père de m'avoir donné le goût de la rigueur intellectuelle, disons, j'espère. Et donc je suis parti après dans l'Himalaya et l'année 2000, l'Institut Mind and Life, qui depuis 35 ans maintenant organise des rencontres entre des grands scientifiques et le Dalai Lama, m'a confié pour participer à 5 jours de discussion sur ce qu'on appelait les émotions destructrices. Donc il y avait là Francisco Varela, Richard Davidson, Paul Ekman, enfin des grandes lumières des neurosciences et de la psychologie. Et au milieu de la semaine, le Dalai Lama a dit « c'est très bien toute nos discussions, mais en quoi pouvons-nous contribuer à la société ?» Et donc à ce moment-là, on a fait une sorte de brainstorming et on s'est dit pourquoi ne pas entreprendre une recherche sérieuse avec des scientifiques de plus haut niveau, et pour commencer avec des méditants qui avaient fait entre 30 000 et 50 000 heures de méditation, parce qu'on disait si on ne trouve rien chez eux, on ne trouvera rien chez ceux qui en ont fait une semaine. Pour vous donner une ordre d'idée, un violoniste de concert ou un musicien qui donne son premier concert a généralement 10 000 heures de pratique derrière elle ou lui. Et donc, de fait que j'étais présent, je participais, je présentais le côté bouddhiste des émotions destructrices, je me suis porté volontaire en tant qu'ancien scientifique, mais je ne savais pas à quoi ça allait m'engager, c'est-à-dire à passer plus de 120 heures dans des IRM, à des expériences sur la douleur, faire des chocs électriques et plein de choses comme ça. Et donc, j'ai commencé à Madison avec Richard Davidson et Antoine Lutz, qui maintenant est à l'INSERM à Lyon, et qui est un des principaux chercheurs dans ce domaine en France. Et donc, les premières recherches ont très vite montré que les gens qui s'étaient entraînés toute leur vie, qu'il y avait vraiment des différences structurelles et fonctionnelles dans le cerveau, qui étaient évidentes. Mais on s'est dit, bon, ça c'est très bien, mais tout le monde ne va pas passer 20 ans dans l'Himalaya ou dans un ermitage, c'est pas pour nous. Donc la deuxième étape, ça a été, si vous voulez,
de voir, bon, qu'est-ce qui se passe avec des débutants ou des gens qui en font 3 mois, 2 mois, etc. Et ce qui est alors là réconfortant, c'est que des études, notamment faites par Richard Davidson, je pense en 2003 déjà, ont montré que ne serait-ce que 8 semaines d'entraînement à l'entraînement de l'esprit, là c'était plutôt l'aspect de l'attention focalisée, la pleine conscience, si vous voulez, augmenter d'abord, diminuer le stress, renforcer le système immunitaire. On s'est aperçu que des gens qui recevaient un vaccin contre la grippe faisaient 30% plus d'anticorps, etc. Donc de fil en aiguille, je suis allé dans ces labos et un des premiers, découverte qui a pas mal qui a un grand écho dans le PNAS, les Proceedings National Academy of Science des États-Unis, un papier montrant que les méditants expérimentés qui s'engageaient dans une méditation sur la compassion inconditionnelle, il y avait une activation des fréquences gamma dans le cerveau qui était environ 100 fois plus de ce qui avait jamais été enregistré en neurosciences. Donc ça a été un des papiers les plus téléchargés de l'année. Et si vous voulez, ça a commencé un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences contemplatives. Donc après ça, je suis retourné très souvent, au moins souvent 2 fois par an dans le labo de Richard Davidson et avec Antoine Luz, sur le labo de Paul Ekman, j'étais à Princeton, j'étais un peu partout, je connais un peu tous les IRM du coin. Et il y a eu beaucoup de papiers publiés et les scientifiques ont tenu à ce que je co-signe ces papiers ont montré que le méditant n'était pas seulement un cobaye, mais aussi on concevait ensemble les protocoles expérimentaux. Alors maintenant, j'en viens à votre question. Excusez-moi de cette digression. Non, c'était très passionnant. Donc, si vous voulez, je rappelle très bien Stephen Koslin, qui à l'époque avait la chaire de psychologie à Harvard, et aussi je suis passé par son labo, qui m'a dit un jour, oui, mais alors, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? J'ai dit, écoute, d'abord, c'est passionnant. J'ai toute une nouvelle communauté de merveilleux amis scientifiques. Mais pour dire vrai, quand je repars dans mon ermitage face à l'Himalaya, je poursuis ma pratique. Je me dis, si au moins on pouvait me tester ici, ça marchera encore mieux parce que je suis dans des conditions idéales. Enfin, je ne peux pas dire que ça a changé ma façon de pratiquer. Alors, il était un peu vexé, mais quand même, ça doit avoir apporté quelque chose. Bon. Alors ensuite, je suis allé rendre visite à Tanya Singer. J'avais bien connu son père, Wolf Singer, avec qui j'ai fait un livre, Cerveau et méditation. Sur 8 ans, nous avons dialogué sur différents aspects des neurosciences et de l'entraînement de l'esprit. Et Tanya est une des grandes spécialistes mondiales de l'empathie. Alors très rapidement, l'empathie, il y a 2 types. L'empathie cognitive consiste à essayer, c'est la théorie de l'esprit, ce qu'on appelle ça en langage scientifique, c'est-à-dire de comprendre ce que l'autre pense ou ressent, mais sans le ressentir soi-même. Par exemple, si je suis assis dans un avion à quelqu'un qui panique dès que l'avion décolle, et moi j'adore ça, je peux prendre soin d'elle, mais je ne ressens pas ce qu'elle ressent. L'empathie affective, si j'arrive quelque part et que tout le monde est joyeux, avant même de comprendre ce qui se passe, je commence à être joyeux. Et si je suis en contact avec quelqu'un qui souffre, ce qui est le cas évidemment des personnels soignants, des gens qui s'occupent des migrants, etc., des sans-abri, ils sont constamment à faire face à la souffrance. Et si vous voulez, ils résonnent affectivement ils entrent en résonance affective avec la douleur et les souffrances des autres. Si vous voulez, à un moment donné, c'est trop. Donc, il y a une surcharge émotionnelle, une détresse empathique. C'est le burn-out des soignants, c'est ça? Le burn-out des... Et donc, aux États-Unis, il y a une évaluation, 60% du personnel médical souffre ou va souffrir du burn-out. C'est très débilitant, on soigne moins bien les gens, souvent les gens arrêtent, alors on vous dit qu'il faut vous distancer émotionnellement des patients. C'est pas une très bonne idée parce qu'on risque de devenir un peu froid. Donc si vous voulez, Tania m'a fait venir dans son labo et elle m'a mis dans un IRM, elle m'a dit écoute, fais ce que tu fais d'habitude sur la compassion, elle pensait que c'était en gros la même chose. Donc on a commencé et c'était un IRM assez particulier qu'on appelle l'IRM en temps réel, c'est-à-dire au lieu d'attendre 2 semaines pour avoir tous les résultats, en l'espace de 3 secondes, vous voyez quelles sont les aires du cerveau qui sont activées. Et au bout de 10 minutes, elle m'a dit dans le microphone, écoute, je ne sais pas ce que tu fais, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit d'habitude avec l'empathie. J'ai dit, bon, alors, arrêtons et parlons. Et je lui ai expliqué en quoi ça consistait, la compassion, que l'empathie, finalement, j'ai compris que c'était
l'effet que la souffrance de l'autre, dans le cas d'une résonance avec la souffrance, a sur vous, hein, tandis que la compassion est tournée vers l'autre, c'est-à-dire c'est entièrement tourné vers l'autre, c'est une sorte de bienveillance, de soin, de considération de l'autre inconditionnelle pour remédier à sa souffrance. Donc c'est pas l'effet que ça a sur soi. Il me dit, bon, est-ce que tu peux faire uniquement de l'empathie, c'est la résonance avec la souffrance. Je dis, bon, ben, je peux essayer, mais je ne sais pas ce qu'on fait d'habitude. Et moi, je n'étais pas très clair, je ne connaissais pas bien le terme empathie, je n'avais pas encore, si vous voulez, creusé la question en rencontrant les grands spécialistes comme Daniel Batson, en regardant la littérature. Je dis, bon, ben, je vais essayer. Et j'avais donc vu la veille au soir, par hasard, un reportage sur des orphelins roumains qui étaient dans un état absolument terrible. Il y en a qui, à peine ils marchaient, se cassaient les os, on les nourrissait, on les soignait, mais c'était comme des fantômes, on n'osait pas les toucher. Et donc, j'ai essayé de visualiser ça. Je revenais aussi du Tibet, où notre organisation humanitaire, Carnot Séchelles, a été intervenue dans les zones de tremblement de terre dans le Tibet oriental. Donc, il y avait des gens qui étaient pris sous les décombres. Donc, je visualisais un être cher pris sous les décombres. Et au bout de 30 minutes, alors comment ça se passe dans un IRM? Vous faites des périodes de 30 secondes de repos et de 1 minute ou 2 minutes en rentrant dans la résonance empathique parce on mesure des différences, on ne mesure pas des valeurs absolues. Et au bout de 30 minutes, on a fait 45 minutes, pardon, j'étais dans un mini burn-out. Et donc Tania m'a dit, normalement on ne laisse pas les gens plus de 45 minutes dans un IRM, moi ça m'est arrivé de rester plusieurs heures, mais est-ce que tu veux continuer ou on fait une pause pour le déjeuner? J'ai dit, écoute, on continue parce que là je suis pas en bon état en quelque sorte. Donc à ce moment-là, j'ai dit, bon maintenant je vais passer à la compassion, et c'était vraiment un changement du tout au tout. Un peu comme si, vous voyez, il y avait une série d'ampoules qui s'éteignent et d'autres qui s'allument, et les aires du cerveau ont complètement permuté, et donc c'était autre chose complètement. Et c'était un état, au contraire, extrêmement, c'était comme un antidote au burn-out. C'était quelque chose où j'avais l'impression que ces orphelins, maintenant, je pouvais les prendre dans mes bras, que chaque atome de souffrance, j'essayais de l'imprégner d'un atome d'amour et de bienveillance. Donc, c'était très différent. Alors, je termine juste ça. Donc, Tania a commencé une étude préliminaire avec une quinzaine de personnes. Et pendant 1 semaine, elle leur a fait pratiquer seulement l'empathie et d'autres la compassion. Et au bout d'1 semaine, ceux qui faisaient que l'empathie, ils arrivaient au labo parfois en pleurs, en disant « j'ai vu de la souffrance partout dans le tram, dans le bus ». C'était en si mauvais état au bout d'1 semaine qu'elle a rajouté 3 jours de compassion pour un peu en quelque sorte, les aider. Donc c'était très différent. Dans le cerveau, c'est des aires différentes qui sont activées. Et du coup, Tania a décidé de faire Tania Singer, une étude longitudinale qui est une des plus importantes qui ait jamais été réalisée en neurosciences, sur 9 mois avec 180 personnes, où elle a comparé les effets de la pleine conscience. Alors, c'est pas le MBSR, la réduction du stress par la pleine conscience, qui est une intervention avec beaucoup de facteurs, c'est juste la méditation sur la présence attentive dans le moment présent, sans jugement. Et ce qu'on appelle la prise de perspective, essayer de se mettre à la place de l'autre, c'est un tout petit peu l'empathie cognitive, et la méditation sur la bonté aimante. Et elle s'est aperçue qu'il y avait une signature spécifique pour chaque type d'entraînement de l'esprit, et que la seule méditation qui augmentait les comportements prosociaux, qui remédiait au burn-out, c'était bien la méditation sur la compassion. Donc voilà, donc du coup, elle s'est dit, il faut faire une recherche qu'on appelle en anglais translationnelle, c'est-à-dire de la mettre en application dans la vie. Et donc, elle a essayé de voir avec le gouvernement allemand si on pouvait faire ça dans les hôpitaux, etc. Nous-mêmes, Karuna Sechen, nous travaillons avec le SAMU social depuis 1 an et demi pour former des gens qui sont très souvent la proie du burn-out à essayer de préserver leur équilibre émotionnel, à donc servir d'antidote au burn-out en travaillant justement sur la compassion. En fait, vous écrivez que l'altruisme est un pragmatisme. En fait, vous démontrez la rationalité de l'altruisme, c'est-à-dire qu'on en a un bénéfice, à l'inverse de ce qu'écrivait par exemple Ayn Rand dans son fameux best-seller La Grève, qui est une sorte de manifeste libéral assez connu aux États-Unis, beaucoup moins en France. Et donc pour vous, la rationalité, le pragmatisme est du côté de l'altruisme. Ça n'est pas que de la morale en réalité.
Alors, Ayn Rand disait l'altruisme est immoral. Bon, laissons Ayn Rand de côté. Écoutez, tout d'abord, la question que beaucoup de philosophes et de psychologues se sont posées, est-ce que l'altruisme véritable existe ou non? Et pendant très longtemps, en psychologie, euh, euh, on pensait qu'en gros, il y avait une phrase, gratter à la surface d'un altruiste, et c'est l'égoïste qui va saigner. C'est-à-dire, si vous regardez bien, bien, bien au fond, vous trouverez toujours une motivation égoïste, un comportement en apparence, euh, en apparence altruiste. En fait, d'autres chercheurs se sont penchés là-dessus, comme Daniel. Il s'est avéré que c'est de la science de salon. Aucune étude n'a jamais démontré ça. Bien au contraire, un grand psychologue qui s'appelle Daniel Passon a passé 30 ans avec tout son labo, a envisagé une trentaine de protocoles expérimentaux extrêmement astucieux pour mettre les gens en situation, pour leur donner une échappatoire facile, pour voir que ce n'était pas parce qu'ils étaient altruistes, parce qu'on allait leur faire leur louange, ou qu'ils allaient se sentir mieux, ou qu'ils avaient une meilleure image d'eux-mêmes. Il a éliminé toutes les hypothèses égoïstes, et pour conclure que, effectivement, il y a une très grande partie des gens qui se comportent de manière altruiste, c'est-à-dire que faire le bien de l'autre est tout simplement leur but ultime, et non pas un but indirect pour promouvoir ses intérêts. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, parce que si l'altruisme n'existait pas, ça ne serait pas la peine d'essayer de l'amplifier, de le promouvoir dans la société, dans l'éducation, etc. Alors pourquoi l'altruisme était si important? Bon, j'ai consacré 5 ans à faire des recherches là-dessus, dans tous les domaines, aussi bien de l'évolution que de l'économie, etc., etc. Si on regarde les grands défis du XXIe siècle, l'un des plus grands défis est de réconcilier 3 échelles de temps, pour faire bref. Il y a le court terme, donc une mère en Afrique qui doit nourrir ses enfants dans la semaine qui vient. Il y a ceux qui investissent et qui veulent voir les retours à la fin du mois, à la fin de l'année. C'est le court terme. Donc, il y a le moyen terme qui est comment sommes-nous dans l'existence? C'est que tout à chacun, on a le droit d'aspirer à avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, avec des bonnes conditions au travail, avec moins d'injustice sociale, remédier à la pauvreté au sein de la richesse, etc., etc. Et puis, il y a une nouvelle composante qu'il n'y avait pas il y a 10 000 ans, quand il y avait à peu près 5 millions d'êtres humains sur Terre, c'est qu'aujourd'hui, sur le long terme, nous sommes les architectes de ce qui va arriver aux générations futures. Et on sait bien, au rythme où on va aujourd'hui, qu'elles diront « vous saviez et vous n'avez rien fait ». Donc, comment faire pour faire asseoir autour d'une même table des gens qui cherchent à faire un monde meilleur, en admettant que c'est ça qu'ils veulent, et qui doivent réconcilier le court terme, le moyen terme et le long terme. Des scientifiques de l'environnement, des décideurs politiques, des travailleurs sociaux, etc. L'égoïsme ne fait pas l'affaire, parce que vous allez privilégier les intérêts à court terme, et pour vous, et pas pour les autres, etc. etc. Mon marxiste favori, Groucho Marx, disait « Pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Et j'ai entendu Stephen Forbes, un milliardaire américain, dire la même chose sérieusement sur Fox News. Il disait à propos de la montée des océans dans 100 ans, je trouve absurde de me préoccuper de quelque chose qui se passera dans 100 ans. Bon, après moi, le déluge, en gros. Donc, si vous voulez, l'égoïste ne peut pas. Si on est égoïste, si on se fiche du sort des générations à venir, c'est pas grave l'environnement. Moi, je serai pas là dans 25 ans et la plupart des gens ne seront pas là dans 100... Personne ne sera là dans 150 ans. Donc, le pire qui arrivera à ce moment-là, on ne sera pas là. Donc, si on n'a pas de considération pour autrui, l'environnement, c'est pas si grave. Donc, effectivement, il y a un concept pragmatique qui permet de relier ces 3 échelles de temps, c'est la considération d'autrui, en d'autres termes, l'altruisme. Si on est altruiste, on a davantage de considération pour autrui, on va faire en sorte que l'économie soit au service de la société, et non pas, comme on a vu récemment, les inégalités augmenter depuis 30 ans, la société au service de l'économie. On sait maintenant que 1% des personnes les plus riches polluent, disons, contribuent au gaz à effet de serre autant que 50% de l'humanité la plus pauvre, c'est quand même incroyable, etc., etc. Donc, si vous voulez, davantage de considération d'autrui, c'est davantage de justice sociale, c'est remédier à la pauvreté au sein de la richesse. Davantage de considération d'autrui, c'est pour un gouvernement de mettre en œuvre les moyens qui font que les gens ont une vie acceptable et qui peuvent s'épanouir dans l'existence, donc la démocratie et toutes sortes d'autres composantes. Et la considération d'autrui exige qu'on ne sacrifie pas le sort des générations à venir. Donc, vous voyez, c'est un concept à la fois, c'est le seul qui marche, qui est très pragmatique, parce qu'il y a des mesures qui découlent de ce concept,
Et donc, ce n'est pas une utopie ou un luxe qu'on pourrait se permettre quand tout va bien, c'est absolument une nécessité. Mais alors, Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ça se cultive. Et ah c'est bah ça voilà, c'était ma question. l'intérêt. Comment on fait? La neuroplasticité, Alors, vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau est plastique. On peut le... oui, alors, Aristote disait la vertu augmente en la pratiquant. Ça, c'est une bonne manière de faire. Mais on peut aussi un peu accélérer les choses, disons, en entraînant notre esprit à la bienveillance. Alors, la bienveillance, quand même, je crois que, sauf les quelques psychopathes, malheureusement, il y a 3% dans la population, dans tous les endroits, aussi dans tous les domaines des communautés humaines. Et à part les psychopathes, on a tous des moments de bienveillance inconditionnelle pour un jeune enfant, pour un être cher, pour un animal, etc., etc. Mais ça dure quoi? 15 secondes, 20 secondes, puis on passe à autre chose. Une autre pensée vient, on se lève, on agit. Personne, enfin disons très peu de gens, cultivent la bienveillance comme on apprend à jouer du piano, c'est-à-dire en faisant 1 heure par jour, une demi-heure par jour. C'est pas dans notre culture. Donc c'est ça l'entraînement de l'esprit. C'est pas très compliqué. On peut simplement, par exemple, prenons l'exemple d'un enfant très cher, évoquer l'image de cet enfant. On ressent un amour inconditionnel. Tout notre paysage mental est empli de la bienveillance pour cet enfant. Et au lieu que ça dure 15 secondes, on essaie de nourrir ce sentiment. S'il décline, de le raviver. Si on est distrait, d'y revenir. Et de le maintenir ainsi, la qualité, l'intensité, la présence pendant 20 minutes, une demi-heure, plus si vous voulez. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que si vous faites ça, ne serait-ce que 20 minutes par jour, au bout d'1 mois déjà, on voit que votre cerveau va changer structurellement. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste comme de se relaxer dans un spa, c'est vraiment un changement intrinsèque dans votre corps. Il y a aussi des études faites sur l'épigénétique, l'expression des gènes peut être modifiée, le système parasympathique peut être modifié, le nerf vague peut être modifié. Il y a plein de choses qui vont se transformer de manière relativement stable. Plus vous en faites et plus longtemps vous exercez de la sorte, plus ces changements seront considérables et plus durables en quelque sorte. Mais alors, tout ça, ça demande quand même un effort. Dans l'un de vos livres, vous vantez, notamment celui que vous avez fait avec Christophe André et Alexandre Jolien, les vertus de l'effort. Alors c'est très intéressant parce que c'est un débat de société en ce moment. En France, on parle de la valeur travail, du sens de l'effort, etc. Ça crée des débats. Mais au niveau personnel, vous dites l'effort c'est important et la bienveillance, ou en tout cas travailler sa bienveillance, c'est un effort, c'est un sport, comme on peut faire du tennis ou je sais pas Oui. Mais alors, si vous voulez un effort, c'est pas comme de payer des impôts. C'est pas une obligation, c'est pas quelque chose qui est. Si vous voulez, faut vraiment faire un effort soutenu. Et on voit ceux qui s'entraînent dans un sport, même s'ils tombent, un cycliste tombe, c'est pas pareil que de se faire mal dans d'autres circonstances. Ils sont prêts à supporter la difficulté. Parce qu'ils ont un enthousiasme sur le but qu'ils souhaitent atteindre et qui les inspire à faire cet effort. En quelque sorte, l'effort devient une joie, chaque pas devient une joie en forme d'effort. Et ça, c'est indispensable. Parce que si on veut tout trop facile, ça ne marche pas. Pour le bouddhisme, c'est une forme de paresse. De se dire, ça, c'est pas pour moi, ça demande trop d'efforts, non, je ne suis pas doué pour ça. En quelque sorte, c'est renoncer à la course avant même de franchir la ligne de départ. On ne veut même pas s'entraîner. Alors on dit généralement, oui, moi, je n'ai pas le temps, vous comprenez. Très bien, on n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, que l'exercice physique est très bon pour la santé. Je viens d'encore voir une étude récente qui dit que les gens qui marchent 10 000 pas par jour ont environ 30% de chances de moins d'avoir l'Alzheimer. C'est quand même mieux que n'importe quelle médication. Donc, si vous voulez, on sait que faire de l'exercice physique tous les 4 fois par semaine, 40 minutes, c'est très, très bon pour la santé physique et mentale. Donc, si vous dites à votre patron, écoutez, je vais à la gym, aujourd'hui, personne ne va vous dire, mais enfin, vous fichez de moi, c'est n'importe quoi. Et pourquoi, si 20 minutes par jour d'une sorte d'entraînement de l'esprit modifiait la qualité de vos relations aux autres, votre équilibre émotionnel, votre résilience, votre sommeil, votre joie de vivre, ça semblerait plutôt et ça modifie la qualité des 23 heures et 40 minutes qui restent, ça me semble plutôt un bon investissement. Alors, le coup qu'on n'a pas le temps, c'est un peu comme si on allait voir le médecin. Ah, il vous dit, écoutez,
monsieur, madame, vous avez un problème, là, il faut suivre un traitement, etc. Je vais vous donner l'ordonnance. Ah non, docteur, d'une part, j'ai pas le temps, ensuite, je me sens pas bien. Donc, quand j'irai bien et que je serai à la retraite, je ferai votre traitement. Ben, c'est au moment, effectivement, où on va pas forcément très bien, qu'il faut appliquer les antidotes. Donc, c'est l'effort enthousiaste naît lorsque l'on voit, on comprend et on aspire aux avantages que cet entraînement peut procurer, même si ça demande un effort. Mais aujourd'hui, on veut tout faire sans effort. Je vois bien ce que j'appelle la connaissance inutile, où des gens pensent qu'en passant 3 heures à surfer l'Internet, ils vont avoir autant de connaissances qu'un scientifique qui a passé d'abord 15 ans d'études et puis 15 ans dans un labo à étudier une question. Je dis, ah, moi je sais, j'ai regardé ça, mais bien sûr que j'ai tout compris. C'est assez aberrant, quoi. On veut tout savoir sans faire le moindre effort. Mais alors, c'est très intéressant les incohérences que nous avons tous, des contradictions dans vos mémoires, carnet d'un moine errant, vous racontez, c'est à hurler de rire, il y a une enquête qui a été menée, un sondage aux États-Unis, et qui posait 2 questions. Qui admirez-vous le plus, le Dalai Lama ou Tom Cruise? Les personnes interrogées répondaient massivement le Dalai Lama. Deuxième question, qui préfériez-vous être, le Dalai Lama ou Tom Cruise? Les personnes interrogées répondaient tout aussi massivement Tom Cruise. Ils se disaient, dites-vous sans doute qu'une fois assuré la fortune et la célébrité de l'acteur, il le serait facile d'avoir un cœur immense comme le Dalai Lama. Expliquez-nous comment ça marche tout ça, là. Il y a des pièges quand même. C'est une double illusion. D'abord, si vous voulez, on entend parler de gens qui sont célèbres, qui ont un physique extraordinaire, qui ont plein d'argent, et puis on apprend qu'ils sont profondément déprimés, qu'ils ont fait une tentative de suicide, etc. On se dit, mais quel est le problème avec ce type-là? Moi, si j'avais tout ça, bien sûr que je serais heureux. Ça, c'est vraiment la plus grande des illusions, c'est de s'imaginer que si on avait avoir tout pour être heureux, déjà avoir. Et si on n'a pas tout, on n'est pas heureux. Et puis ça veut dire que, si vous voulez, on met tout dans les conditions extérieures. Et or, notre contrôle des conditions extérieures est limité, éphémère et souvent illusoire. Donc là, on est mal parti. Hein. Pouvoir être heureux comme ça, c'est comme de gagner la loterie. Par contre, on sait très bien que la façon dont notre esprit traduit les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être. On sait très bien qu'on peut garder notre joie de vivre même dans des conditions très difficiles, et qu'on peut être complètement déprimé, même alors que tout semble aller bien à l'extérieur. Donc, la façon dont nous vivons les choses peut, bien sûr, éclipser les conditions extérieures. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger d'améliorer les conditions extérieures, encore une fois, remédier à l'extrême pauvreté, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le fait de cultiver des conditions intérieures pour justement devenir une personne équilibrée, qui développe les ressources intérieures pour gérer les hauts et les bas de l'existence, qui est largement sous-estimé. On sous-estime le pouvoir de transformation de l'esprit. C'est un petit peu un drame, parce qu'on regarde toujours vers l'extérieur. Mais alors, c'est une toute dernière question. Parce que ça, quand vous parlez de la plasticité du cerveau, de la neuroplasticité, de la manière d'améliorer les choses, quand on dit « je suis comme ça », puis c'est comme ça, oui. Il est comme ça, ou elle est comme ça, c'est ainsi, en fait c'est faux. Ouais. C'est-à-dire, c'est de nouveau la forme de paresse qui dit c'est pas pour moi, c'est à prendre ou à laisser, je suis un mélange de qualité et de défaut, c'est ça qui fait ma personnalité, tous les gens ne doivent pas être pareils. Ça, c'est encore une forme de paresse. C'est complètement faux, parce que si c'était tout gravé dans la pierre, à ce moment-là, on n'apprendrait ni à lire, à écrire, ni à jouer aux échecs, ni à jouer au badminton, ni à résoudre des équations différentielles, il n'y aurait pas d'éducation, rien du tout. Donc, on sait très bien que toutes les qualités, les capacités qu'on a acquises dans la vie, c'est au prix d'un effort soutenu et sur la durée. Par quel mystère est-ce que l'altruisme, la compassion, l'attention, William James disait, si on pouvait augmenter notre faculté d'attention, ça serait l'éducation par excellence. William James était le fondateur de la psychologie moderne. Donc, tous ces qualités humaines qui, prises ensemble, on pourrait appeler disons, un être humain qui s'épanouit, qui s'accomplit dans l'existence, chacune d'entre elles, elle a une marge de manœuvre. Elles ne sont pas fixées. Elle ferait exception à toutes les autres capacités que nous avons. Donc, de la même manière, tout le monde n'a pas le même potentiel, tout le monde ne va pas devenir champion olympique de saut en hauteur, mais entre notre état de base
ce qui nous est donné par notre héritage génétique, par notre éducation, les effets épigénétiques de notre environnement. Bon, c'est notre base de départ. Mais à partir de là, vous avez une marge considérable pour arriver à un point optimal qui correspond à vos capacités, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais il y a une large marge de manœuvre. Donc la neuroplasticité, il y a 30 ans encore, on pensait qu'à l'âge adulte, le cerveau est si complexe que si on commençait à changer les choses, ça serait le chaos total. Or, on s'est aperçu que c'était complètement faux, que le cerveau peut encore changer jusqu'à notre mort, à la suite soit d'être exposé passivement à des situations nouvelles, soit de s'engager activement dans une sorte de transformation en entraînant notre esprit. On sait par exemple le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens avant l'invention du GPS qui devaient apprendre, je crois, 3000 rues par cœur, la partie du cerveau qui gère la représentation topologique du monde extérieur était nettement augmentée physiquement en plus de fonctionnellement. Donc si au lieu d'apprendre toutes les rues de Londres par cœur, vous entraînez à la bienveillance, vous focalisez mieux votre attention. On a montré que l'attention peut être considérablement cultivée. La résilience aussi, la paix intérieure, la faculté d'avoir des meilleures relations avec les autres au travers de cette bienveillance. Que tout ça pouvait être cultivé et se traduisait par la neuroplasticité, c'est-à-dire que notre cerveau changeait et que donc nous changions par la même occasion. Un immense merci, Maddy Ricard. Je pense, puisqu'on parle de bienveillance, je pense pouvoir le dire au nom de la salle, on vous aime. Merci. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi. Merci à vous et à bientôt. Merci vraiment pour ce formidable moment. On va se retrouver donc dans quelques minutes pour la table ronde suivante où nous allons bénéficier de conseils donc de sportifs de haut niveau et de coachs pour booster notre mental. Et je vous demanderai là encore de bien vouloir avoir la gentillesse de libérer votre place si vous n'êtes pas inscrit pour cette conférence ou de vous serrer. Voilà, on a beaucoup de monde. Donc merci, je compte sur vous. Merci beaucoup.